bonjour, je m'appelle Armelle Dion, je suis directrice de l'innovation aux HCL. En termes de parcours, j'ai commencé il y a une petite vingtaine d'années avec une formation de directrice d'hôpital. Et j'ai exercé en centre hospitalier universitaire. Depuis 4 ans, je suis aux HCL, au Hospice Civil de Lyon. 3 ans en tant que directrice adjointe à la direction de la recherche clinique et de l'innovation. Et depuis 1 an, depuis avril 2021, je suis directrice de l'innovation, une direction qu'on vient de créer. Alors on a beaucoup réfléchi à la définition de l'innovation. C'était une des premières étapes pour réussir à donner du sens à ce qu'on était en train de faire. Et donc on s'est arrêté sur une définition très simple qui est que l'innovation, c'est une invention qui rencontre son marché. Donc on trouve dans cette définition l'idée qu'il faut quelque chose d'inventif au départ, mais aussi l'idée qu'il faut aller jusqu'au bout du processus de maturation de l'invention pour qu'à la fin, elle réussisse à rencontrer son marché, soit un marché en termes capitalistiques des choses, avec des ventes, soit un marché en termes d'expérimentation, de mise à disposition des soignants ou des patients. Donc on a besoin du caractère inventif, on a besoin de répondre à un besoin non couvert, et on a besoin qu'à la fin, parce que c'est expérimenté, parce que ça rencontre son marché, ça fasse mieux qu'avant, qu'on ait véritablement une création de valeur, une transformation positive. Voilà notre définition de l'innovation aux HCL. Alors c'est vrai qu'au départ, on peut se dire si on a des projets innovants, on fait de l'innovation. Nous, on essaye de faire du management de l'innovation, c'est-à-dire que ma direction, c'est pas celle qui fait les projets innovants, qui a les idées, c'est celle qui aide les autres à avoir les conditions qui permettent de faire de l'innovation. Et donc manager l'innovation, c'est être une direction support, un appui à tous ceux qui veulent faire de l'innovation en aidant d'une part à repérer les projets ou à faire émerger des nouveaux projets. Ensuite, en identifiant les compétences spécifiques dont peut avoir besoin tout projet, en faisant du sur-mesure, en aidant à aller chercher ces compétences et puis ensuite à accélérer un petit peu les différentes étapes qui permettent de passer de l'invention au marché. Alors d'abord, il a fallu donner du sens à cette séparation, expliquer pourquoi on considérait que finalement, identifier une direction de l'innovation séparée de la direction de la recherche clinique et de l'innovation avait du sens. Ce sens, on l'a trouvé à la fois pour la direction de la recherche et pour la direction de l'innovation. Côté direction de l'innovation, on voulait faire passer le message qu'il n'y avait pas que la direction de la recherche clinique et de l'innovation qui faisait de l'innovation. Ça fait longtemps qu'on fait de l'innovation en système d'information, de l'innovation organisationnelle sur les parcours de soins, de l'innovation managériale, de l'innovation en impression 3D. Donc en fait, symboliquement, sortir l'innovation de la direction de la recherche clinique, c'était dire l'innovation concerne tous les secteurs dans un CHU par nature. Elle peut concerner tous les professionnels et pas seulement les professionnels qui traditionnellement font de la recherche. Et donc, on est une direction transversale, une direction facilitatrice pour tous ceux qui ont des projets innovants et pas seulement les projets traditionnellement liés à une direction de la recherche clinique. Les projets liés à une direction de la recherche clinique, c'est l'innovation technologique, scientifique, médicale, qui continue à se faire, mais ça n'est pas la seule. Et côté direction de la recherche, passer d'une direction de la recherche clinique et de l'innovation à une direction de la recherche en santé, c'est aussi faire passer le message que la recherche dans un CHU, c'est pas que la recherche clinique, même si c'est très important, c'est aussi la recherche sur données, la recherche en sciences humaines et sociales. Et de cette façon, la séparation amène à faire plus d'innovation sur plus de champs et plus de recherche sur plus de champs, et les nouveaux champs de recherche nourrissent les nouveaux champs d'innovation et vice-versa. Donc en se séparant, on en fait plus que lorsqu'on était ensemble, même si on est bien sûr obligé de garder un lien extrêmement étroit, puisqu'il y a un continuum entre la recherche et l'innovation, et on a gardé des équipes qui sont en fait prestatrices les unes pour les autres.
on n'a pas totalement séparé les équipes, on continue à fonctionner de façon très imbriquée. Alors, les collaborateurs, il y a également la communauté médicale. Je me souviens assez nettement, au premier directoire où on a annoncé cette décision d'identifier une direction de l'innovation à part entière, de la rattacher à la direction générale et de la séparer de la direction de la recherche. Une professeure de médecine qui considérait que c'était pas une bonne chose à faire, qu'elle comprenait pas, qu'elle avait peur qu'en fait ça paupérise, que la direction de la recherche et que le continuum entre recherche et innovation ne soit pas maintenu ou qu'il soit plus compliqué. Et donc il y avait un certain nombre de craintes ou d'incompréhension sur en quoi est-ce que ce qu'on voulait promouvoir en tant qu'innovation avait besoin de s'autonomiser de la recherche pour exister, alors qu'elle avait déjà l'impression, et c'était pas qu'une impression, elle avait déjà pu sans problème déployer tous ces projets d'innovation en le faisant en lien avec la direction de la recherche. Donc on a retravaillé sur nos arguments, on a surtout lancé notre premier appel à projet innovation et quand on est retourné devant le directoire quelques mois plus tard pour expliquer ce qu'on avait fait, l'appel à projet, les projets qui étaient revenus, comment on les avait sélectionnés, quels étaient ceux qu'on choisissait de retenir, là elle nous a dit honnêtement, j'ai compris ce que vous souhaitez faire, j'ai compris en quoi ça rend et la recherche et l'innovation plus fortes et en quoi les deux vont se potentialiser plutôt que s'appauvrir en s'étant séparés. Et donc elle a tout simplement présenté des excuses, on n'en attendait pas tant, mais en tout cas ça montrait qu'on avait réussi à rendre un peu plus compréhensible, plus lisible, à expliciter en quoi est-ce qu'on voulait faire justement une innovation qui ne pouvait pas être encapsulée dans la direction de la recherche, qui avait besoin d'un périmètre un peu plus large pour prendre tout son sens. En termes d'avantages, je pense que ça nous a permis aussi d'être positionnés en offre de services auprès des autres secteurs de l'établissement, des autres directions fonctionnelles transversales ou des porteurs de projets qui, lorsqu'ils voulaient porter un projet d'innovation organisationnelle, managériale ou numérique, soit devaient se débrouiller un peu tout seuls, soit ne savaient même pas à qui s'adresser pour faire connaître leur souhait de déposer des projets. Donc se séparer de la direction de la recherche pour dire c'est toute innovation et donc vous pouvez venir nous chercher si vous vous posez des questions ou si vous avez besoin d'aide, ou bien nous pouvons aller vers vous pour mieux comprendre ce que vous faites et voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Ça nous a aidé en matière de légitimité. Si on avait encore été une partie de la direction de la recherche, peut-être que aller vers eux ou venir nous chercher pour des sujets qui n'emportent pas d'études cliniques ou d'études médico-économiques aurait été peut-être moins lisible. Et donc cette partie de transversalité puis d'équipe très restreinte mais plus agile et aussi assez cohérente avec l'image de l'innovation, de l'agilité, de la transversalité, du côté pluridisciplinaire qui est indispensable de tout projet innovant. Oui, bien sûr. Typiquement, dès lors qu'on a à protéger, valoriser, transférer des résultats issus de la recherche, eh bien, les équipes de chargés de valorisation et de propriété intellectuelle et les équipes de la direction de recherche travaillent absolument main dans la main, que ce soit en amont, au stade de l'invention, ou ultérieurement quand on a produit les résultats de recherche et puis on cherche un transfert de technologie. Ça, c'était totalement imbriqué avant, ça le reste absolument. Des dossiers tels que les RHU, par exemple, sont aussi clairement de la recherche, mais avec une visée d'innovation, de mise sur le marché à court terme, enfin à court moyen terme. Donc c'est des dossiers aussi sur lesquels on fait ensemble. Lorsqu'on essaye de nouer des nouveaux partenariats stratégiques avec que ce soit des startups ou des industriels, on essaye toujours de mixer les approches recherche et innovation
Donc ça, c'est des choses qu'on fait complètement ensemble. Au niveau stratégique, on a vraiment deux objectifs qu'ensuite on décline. D'une part, notre objectif est que Lyon soit reconnu comme le lieu, un des lieux où s'invente l'hôpital et la médecine de demain, y compris en dehors de l'hôpital, en lien avec la partenaire du territoire, de la ville, du domicile. Et donc, au niveau stratégique, ça nous permet de la mettre à disposition, cette innovation, de nos patients, plus vite, de nos professionnels, et d'avoir cette reconnaissance au niveau national, voire international. Donc ça, c'est un de nos ambitions, un de nos objectifs. L'autre objectif, il est très managérial. On est persuadé que développer une culture de l'innovation dans notre établissement, c'est important pour la résilience de nos organisations. On l'a vu avec le Covid. Un établissement dans lequel les professionnels ont l'habitude d'être impliqués dans des projets innovants, c'est des gens qui ont l'habitude de partir des besoins et pas de structures hiérarchiques pour émettre des propositions de façon assez souple, en s'ouvrant également aux suggestions qui peuvent être apportées par des gens totalement différents, des gens qui viennent d'autres univers. Donc cette horizontalité, cette pluridisciplinarité, le fait d'être agile, d'expérimenter, y compris avec le risque de se tromper, c'est des valeurs qui sont très fortes dans l'innovation. On est persuadé que si les professionnels des HCL ont l'occasion de les mettre en pratique dans des projets innovants, y compris dans les organisations de soins, dans le quotidien, pas innovant, ces valeurs et ces expériences vont diffuser et nous permettre au quotidien d'être plus agile, plus résilient en cas de choc. On pense aussi qu'à l'heure où, on le sait, l'attractivité, attirer, motiver, fidéliser les professionnels de santé, c'est pas quelque chose d'évident dans nos établissements en ce moment, avec un peu la crise des vocations. On pense que être un établissement reconnu par le fait qu'on propose à nos professionnels de participer à des projets innovants, le fait qu'on finance ces projets, qu'on offre de la formation aux porteurs, ça c'est quelque chose qui peut nous différencier et attirer des gens de valeur qui ont envie de s'investir dans l'hôpital public. Alors ça c'est très important, on est directement rattaché à la direction générale. C'est-à-dire que avant, la thématique innovation était à l'intérieur de la direction de la recherche, et donc la personne en charge de l'innovation, déjà un peu moins à l'époque, n'avait pas de rattachement direct à la direction générale. Donc en faisant les deux directions, direction de la recherche en santé et direction de l'innovation, on a clairement positionné la direction de l'innovation comme en N-1 de la direction générale. Et ça, symboliquement, on sait ce que ça veut dire dans un organigramme. C'est quelque chose d'important. J'ai aussi la chance d'être en binôme avec un médecin depuis le début de l'aventure, qui est nommé par le directeur général et le président de la CME comme référent de toute la dynamique d'innovation à mes côtés. Donc ça a été un PUPH pendant la première année. Maintenant, c'est une autre personne qui est aussi engagée dans une démarche universitaire et qui prochainement accédera probablement au grade de PUPH. Enfin, peu importe, des porteurs jeunes, dynamiques, déjà engagés dans des projets de recherche et ayant de l'appétence pour la spécificité de l'innovation au-delà de la recherche, et qui co-anime avec moi toute la dynamique d'innovation. Donc ça montre bien le fort soutien proposé par la gouvernance des HCL, que ce soit direction générale ou CME, à ce dispositif de soutien. Parce que de l'innovation, on en faisait déjà avant, mais ce qu'on fait vraiment depuis un an, c'est qu'on a un dispositif structuré, en action, en gouvernance, avec des moyens dédiés, quand même à hauteur de 2,5 millions sur fonds propres. Et puis avec une visibilité interne et externe nettement plus importante
que ce qu'on pouvait faire avant. Donc c'est vraiment structurer l'intégralité des actions de soutien à l'émergence, à la dynamisation et puis à la valorisation de nos projets d'innovation qui fait la différence cette dernière année. Alors ça, c'est une dimension essentielle et depuis le début. C'est-à-dire qu'au départ, on aurait pu se dire, on va d'abord se structurer en interne, on a assez d'enjeux à faire comprendre ce qu'on a à faire en interne, à faire un peu bouger les lignes, et puis après, quand on saura ce qu'on raconte, on ira le raconter à nos partenaires. C'est pas le parti qu'on a pris. Au contraire, dès le début, on a créé un comité des innovateurs qui est composé quasiment de façon paritaire. Donc il y a une vingtaine de personnes, c'est pas très grand, mais sur ces 20 personnes, il y a 8 représentants de notre écosystème. Donc il est quasiment paritaire, interne et externe. On retrouve l'université, bien sûr, le pôle de compétitivité qui est spécialisé en santé à Lyon, Lyon Biopôle, la SAT qui s'appelle Pulsalis, qui fait presque la moitié de son activité sur des dossiers santé. On retrouve la métropole, la région, un représentant des usagers, un directeur de start-up studio. On voulait aussi quelqu'un soit d'une start-up, soit d'un start-up studio. Et puis également la fondation HCL, qui est l'équivalent d'un fonds de dotation qui nous accompagne et qui finance une partie de nos projets. Donc dès le départ, dès la première réunion, quand on a lancé notre appel à projet innovation et qu'il fallait analyser 45 dossiers et en sélectionner les lauréats les plus prometteurs, et bien en fait on a associé tout notre écosystème à la sélection des projets. On ne les a pas sélectionnés tout seuls, on les a sélectionnés avec eux. C'était très important parce qu'ils nous ont apporté cette vision externe en disant ce projet qui est intéressant mais moyennement pour vous, je vous assure que pour le reste de l'écosystème, celui-là, il est très prometteur. Et donc, ils nous ont aidé aussi à prendre conscience, par exemple, que certains segments, notamment tout ce qui était prématuration, preuve de concept, étaient probablement insuffisamment financés, insuffisamment soutenus par les Hospices civils de Lyon, parce que c'est pas de la recherche et c'est pas encore de l'innovation. Quand vous êtes au stade de l'invention et que vous devez faire votre preuve de concept pour savoir s'il y a matière à protéger ou pas, on n'avait pas suffisamment structuré ce domaine, et c'est là où la fondation HCL, dorénavant, nous finance à hauteur de minimum 200 000 euros par an pour 4 projets de preuve de concept. Et c'est vraiment Pulsalis, Lyon Biopôle, nous, en collectant toute cette matière qui nous a été apportée lors de la premier appel à projet innovant, on s'est rendu compte que ces projets ne rentraient pas stricto sensu dans les critères d'éligibilité de l'appel à projet innovation parce qu'ils étaient trop amont. Et l'innovation, on est proche du marché, donc on est beaucoup plus aval, mais c'était pas parce qu'ils ne rentraient pas dans les critères d'éligibilité qu'il n'y avait pas un besoin. Si on n'investit pas sur l'invention, à la fin, on n'aura pas d'innovation. Et donc on s'est mis tous ensemble, et en quelques mois, on a réussi à trouver donc un financeur, la fondation HCL, et on a déjà 4 projets de ce type qui sont dorénavant financés dans les tuyaux, dont on espère qu'à la fin, ça nous fera des belles innovations. Alors au niveau de notre organisation très concrète, comme je le disais tout à l'heure, on est issu de la direction de la recherche. Donc en fait, venant de la direction de la recherche, on a emmené avec nous 2 équipes, des petites équipes, mais des équipes expertes. La première équipe, ce sont les chargés de valorisation. Donc valorisation, propriété intellectuelle, transfert de technologie. Donc on a 2 chargés de valo qui continuent, comme je disais tout à l'heure, à travailler de façon extrêmement étroite avec les juristes de la direction de la recherche, avec les chefs de projet, avec tous ceux qui nécessitent leur expertise. Mais ça, on a considéré que par nature, c'était indispensable à l'innovation, à la fois très amont au niveau de l'invention et puis à la fin, quand on essaye de faire du transfert. Donc cette équipe, on l'a emmenée dans la direction de l'innovation. Une autre équipe très experte, c'est la cellule d'expertise des DM innovants. En 2006, la circulaire qui crée les cellules innovation a donné lieu aux HCL à la création de ce qui s'appelait à l'époque la cellule innovation et donc maintenant la cellule d'expertise des DM innovants. Donc on y retrouve
des méthodologistes, des économistes de la santé, qui travaillent en lien avec aussi des ingénieurs biomédicaux et qui sont spécialisés dans l'évaluation des dispositifs médicaux innovants, que ce soit des équipements innovants, donc plutôt biomédical, ou des dispositifs médicaux stériles innovants. Donc ça fait 15 ans que ça existe. Depuis 15 ans, ils avaient bien structuré tout ce qui était plan d'équipement innovant spécifique ou recensement de DM stériles innovants en lien avec la Comedims. Donc cette équipe qui est donc à cheval entre la recherche, puisque pour une partie de leur temps, ils sont rattachés au pôle santé publique et ils font des études cliniques et médico-économiques, mais pour une partie de leur temps rattachés à la direction de l'innovation, montre bien le continuum recherche-innovation. Et ça c'est la deuxième équipe de la direction de l'innovation. Donc, Valo Pays et cellule d'expertise des DM innovants. Et puis, la troisième secteur de la direction de l'innovation, que là on a créé de toutes pièces, c'est un poste de chargé de mission partenariat, innovation et impression 3D. Donc c'est quelqu'un qui coordonne toute la thématique impression 3D qui était depuis plusieurs années un de nos segments d'innovation différenciants, mais qui a aussi qui m'a aidé pour monter toute l'ingénierie de l'appel à projet innovation, qui est pour nous bien sûr notre programme d'intrapreneuriat très important. Donc la coordination des instances, la sélection des projets, puis une fois que les projets lauréats sont déterminés, le suivi professionnalisé et personnalisé de chacun des projets avec un master plan, des jalons, des livrables, des décaissements à organiser. Donc il y a une personne au sein de mon équipe qui en fait m'aide à structurer, à suivre tout ce nouveau champ de l'innovation moins liée à la recherche et très ouverte sur les autres secteurs de l'établissement et sur notre écosystème. Alors, comme très souvent dans l'innovation, je pense qu'au départ, on peut avoir l'éclair de génie, l'invention qui sort de la tête que personne d'autre n'a eue, mais pour transformer l'invention en innovation, il faut quand même beaucoup s'intéresser à ce que font les autres et se nourrir de ce que font les autres. Donc c'est ce qu'on a fait, bien sûr. Donc moi j'ai été très marquée par un voyage que j'ai fait à Montréal dans le cadre des entretiens Jacques Cartier. Et donc on a rencontré l'Institut Transmedtech et la politique d'innovation du CHU de Montréal. Donc ça c'est vrai que c'était des exemples très inspirants. On a également échangé au moment de l'imagination, de la création de ce qu'on pouvait faire, mais encore maintenant, avec d'autres établissements. Alors, il y a eu Toulouse initialement avec Innovpôle Santé, la PHP avec aujourd'hui leur hub innovation, Brest avec leur centre WIN. Donc il est important pour nous d'être en contact avec, en France ou dans les pays francophones, d'autres établissements qui, comme nous, cheminent sur ce que ça veut dire de faire de l'innovation autrement, c'est-à-dire de vraiment structurer l'appui à l'innovation plutôt que d'additionner des projets innovants. Nous, on est vraiment là pour apporter la couche de structure et d'appui pour permettre de libérer un petit peu les énergies de tous ceux qui veulent faire des projets innovants. Et ça, c'est des choses qu'on voit de façon très, très forte aussi en Suisse ou dans certains ESPIC, mais voilà, on continue à rester en veille sur toutes les expérimentations et les retours d'expérience qui peuvent nourrir notre réflexion. Alors on a eu à la fois des projets très concrets, mais aussi dès le premier appel à projet innovation, ce qui est ressorti, c'est le besoin de mettre en place des plateformes. Sur la thématique plateforme, on a structuré 4 plateformes qui sont là aussi des espèces de lieux de rencontre, de lieux qui permettent l'émergence, le co-développement ou l'évaluation de projets. Donc il y en a un plutôt sur le numérique,
un plutôt sur l'électronique et la robotique, un sur l'impression 3D, et puis le troisième plutôt sur des bases de données d'images, d'intelligence artificielle en imagerie et biologie. Donc ça, c'est des choses qui sont apparues très fortement comme des besoins de structuration vraiment au cœur de nos établissements de santé. Des formes de tiers-lieux ou living lab thématisés, si on veut. Et à l'intérieur de ces plateformes, ou bien de façon totalement séparée, on a différents types de projets. Je peux citer un projet, par exemple, de développement de systématisation de recours à l'activité physique adaptée dans tous les parcours de soins des enfants pris en charge dans notre hôpital pédiatrique. Donc dès lors, en dehors des parcours urgence ou consultation pure, mais dorénavant aux HCL, tout enfant qui entre dans un parcours de soins qui dure un petit peu dans le temps va se voir proposer de l'activité physique adaptée, quelle que soit la raison pour laquelle il vient à l'hôpital, alors que pendant longtemps on pouvait considérer qu'au contraire l'activité physique était totalement contre-indiquée en fonction de la pathologie. Et donc c'était des choses qu'on faisait de façon sporadique avant, et là le projet qu'on finance permet au contraire de passer un cran, de passer à l'échelle et d'en faire vraiment quelque chose de différenciant, on le pense, pour tous les patients pédiatriques qui sont adressés aux hospices civils de Lyon. Je peux donner peut-être un autre exemple, plutôt sur de l'intelligence artificielle. Alors c'est quelque chose aussi qu'on a pas mal expérimenté sur le Covid, mais on avait envie d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on sait qu'au niveau biblio, il sort en permanence des dizaines, des centaines, parfois des milliers de papiers dans les différentes revues, et puis il y a aussi de la littérature grise, entre guillemets, et il est très difficile pour un praticien à l'hôpital, et a fortiori pour un professionnel de santé en ville, de savoir comment mettre à jour quasiment en temps réel les bonnes pratiques au vu des nouvelles études qui sortent, sachant que toutes n'ont pas exactement le même niveau quand même de méthodologie et donc le même niveau de preuve. Et donc, par des algorithmes d'intelligence artificielle, mais par aussi une biocuration réalisée par des experts humains, c'est-à-dire c'est vraiment la symbiose entre l'outil intelligence artificielle, mais toujours la validation, la vérification par de l'humain. On a une équipe de biocuration comme ça qui a permis en quasi-temps réel, enfin en temps réel, lors de la phase Covid, de compiler l'intégralité de ce qui était publié et d'indiquer de façon extrêmement visuelle quel était le niveau de preuve et donc le degré d'intégration dans la pratique qui était recommandé pour telle ou telle publication. Et donc si on pose une question très particulière sur telle molécule ou tel standard de soins à appliquer, eh bien, cet outil qu'on a appelé Global Evidence ou Méta-Évidence dans le cadre du Covid permet de façon extrêmement ergonomique et facilitée pour celui qui pose la question d'avoir une réponse en temps réel sans avoir lui-même à analyser toute la littérature, ce qui est physiquement impossible et demande des compétences très particulières. Alors à très court terme, comme beaucoup d'établissements, je crois, notre échéance, elle va être de répondre à l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation en santé numérique. C'est une opportunité importante pour nous de valoriser ce qu'on a déjà commencé à faire avec notre Living Lab Platine, auquel je faisais référence tout à l'heure, sur l'innovation numérique. Et c'est l'occasion aussi de nous aider à compléter nos équipes avec des expertises très particulières dont on a besoin lorsqu'on fait de l'innovation telle qu'on la développe, c'est-à-dire aussi de la facilitation, du design, de l'aide à l'émergence, et puis des renforts très concrets sur la méthodologie de l'économie de la santé, des ingénieurs et des ingénieurs informatiques, ingénieurs biomédicaux,
mais avec cet état d'esprit innovation qui a quand même une certaine spécificité. Donc ça, c'est notre actualité à très court terme. Nos objectifs forts pour l'année à venir, l'année 2022-2023, ce sont des objectifs de communication interne, d'animation de notre communauté en fait. On a lancé un programme de webinaire mensuel, on veut mettre en place un système de formation pour nos porteurs de projets, parce qu'en fait on est vraiment dans une démarche d'intrapreneuriat, de repérer des gens qui ont envie de porter des projets innovants et de les aider en leur apportant des compétences spécifiques, pas seulement des financements, mais aussi des compétences. Donc la mise en place de ce projet de formation, c'est une de nos priorités, avec en partenariat avec des écoles, des grandes écoles. Et donc un autre axe prioritaire, c'est de faire se rapprocher et de potentialiser innovation et RSE, responsabilité sociale des entreprises. C'est pour nous un axe important. Donc comment mettre plus d'innovation dans les RSE et plus de RSE dans l'innovation, avec aussi l'état d'esprit un peu low-tech, puisque comme pour nous l'innovation en tant que levier managérial est très important, donc on n'est pas que dans de la très haute technologie, on est aussi dans l'innovation managériale, low-tech, en lien aussi avec tout ce qui est santé populationnelle, innovation et handicap. On a déjà lancé l'année dernière un premier appel à projet avec la métropole de Lyon sur l'innovation et handicap, et continuer sur ces côtés RSE, low-tech, c'est important. Et puis, toujours dans l'idée de l'innovation managériale, on souhaite nouer des partenariats donc, avec des écoles, grandes écoles, à la fois pour la formation de nos professionnels, pour la mise en place de conférences inspirantes. C'est des choses qu'on souhaite approfondir là, à court et moyen terme. Et un autre objectif forcément qu'on poursuit à la fois à court, moyen et long terme, c'est d'approfondir les partenariats stratégiques qu'on a déjà avec des partenaires privés, qui soient industriels, gros industriels ou start-up, ou parfois aussi avec des partenaires du type le pôle de compétitivité, notre SAT ou les collectivités locales. Donc approfondir ce qui existe déjà et puis nouer de nouveaux partenariats. Ça, bien entendu, ça fait aussi partie de nos objectifs de court, moyen et long terme. Alors, facteur clé de succès, le soutien de la direction générale. En premier, sans aucun doute. Le soutien de la direction générale qui vraiment donne l'impulsion, la stratégie, le cadre dans lequel ensuite nous on exerce. Mais cette vision de l'innovation comme changement culturel en fait, diffusion d'une culture de l'innovation, ça je pense que c'est à la fois ce qui fait qu'on peut travailler dans de bonnes conditions, être compréhensible et lisible vis-à-vis de tous nos partenaires internes et externes. Et je dirais qu'au-delà de ce soutien qui pourrait être un soutien en disant faites-moi de l'innovation, dans 1 an je veux 3 licornes, nous on a la chance aux HCL d'avoir un soutien de la direction générale qui ne méconnaît pas la dimension culturelle et donc temps long de notre action. Et donc qui ne nous a pas demandé de sortir avant tout des projets, bien sûr des projets de toute façon il y en avait plein, les gens avaient envie, mais qui nous demande de mettre en place les outils qui permettent de structurer dans le temps long pour que ça ne soit pas quelque chose comme ça qui fait mode, Startup Nation, etc. et qui fait pchit. Donc on est sur un appel à projet où les gens peuvent déposer en permanence, où 2 fois par an on choisit des lauréats, où on les accompagne dans le temps. Et donc on se positionne dans une perspective de temps long, de diffusion de culture, d'accompagnement, de création d'une communauté des intrapreneurs, des innovateurs internes, et de communauté aussi avec notre écosystème. Donc soutien DG, inscription dans le temps long. On en parlait tout à l'heure, le fait de tout de suite faire avec l'écosystème, faire avec l'externe, ça c'est
Ça pouvait être un petit peu stressant au départ, parce que comme je le disais, en interne, on n'avait pas encore aligné absolument tout le monde, mais en fait, ça a au contraire contribué à faire comprendre, y compris en interne, que c'était une forte attente de l'externe, et faire comprendre à l'externe un petit peu les dynamiques à l'œuvre en interne. Donc ce travail de traducteur-interprète entre interne et externe, et de mettre en place la membrane qui permet l'osmose entre interne et externe, ça c'est quelque chose qu'il faut intégrer tout de suite. On ne peut pas faire de l'innovation tout seul dans nos CHU, mais on ne peut pas non plus faire de l'innovation qu'avec des startups sans embarquer l'interne. Parce qu'à un moment donné, ça va se voir qu'en fait les dynamiques ne sont pas du tout intégrées l'une à l'autre. Donc je dirais que ce sont vraiment les 3 facteurs clés de succès pour notre démarche à ce stade. Puis aussi le droit de se tromper et puis une certaine humilité. Hein. On s'est lancé véritablement depuis 1 an, donc on n'a pas encore eu beaucoup de cycles qui nous permettent de faire le retour d'expérience et d'améliorer nos outils. Et donc on apprend en marchant, mais dans un état d'esprit qui est très collaboratif. Donc ça c'est vraiment globalement, je dirais, l'état d'esprit sans lequel ça ne peut pas se faire. On ne peut pas piloter ce genre de démarche en se disant que dès le début, on doit avoir imaginé le schéma cible qui va être parfait tout de suite et qu'on ne se lance pas tant qu'on n'a pas le schéma parfait. Il faut accepter de faire évoluer le cercle des partenaires en permanence, les outils en permanence, la façon de communiquer en permanence. Tout bouge tout le temps et ça fait partie du jeu. Le Covid a à la fois été un facteur accélérateur et freinateur. Tout ça, je pense que cette séparation de la recherche et de l'innovation, même si ce n'est pas le seul ingrédient, c'est quelque chose qu'on voulait faire, qu'on avait annoncé en janvier 2020. Donc vous voyez que vraiment le timing était parfait. Donc peut-être si on pouvait refaire les choses, on l'aurait fait plus tôt, mais à l'époque, on imaginait une séparation et puis une montée en charge de l'innovation beaucoup plus progressive. Hein, on assumait peut-être un peu moins. Je pense que finalement, l'arrivée de notre directeur général actuel et le Covid, hein, qui a tellement tout modifié de nos perceptions et de l'absolue nécessité d'organiser l'agilité, en fait. Sont des choses qui nous ont permis, quand on s'est lancé finalement, de le faire de façon beaucoup plus décomplexée et beaucoup plus ambitieuse. Donc, réponse un petit peu ambivalente, c'est-à-dire si on l'avait fait avant, on ne l'aurait pas fait comme ça. Donc finalement, peut-être que je ne changerais rien. Je dirais que le meilleur argument, c'est que non seulement on en a absolument besoin, ça j'en suis persuadée, en termes avant tout d'attractivité, de motivation, mais les gens en ont envie. Moi, ma perception à ce jour, c'est que on ouvre un nouveau champ qui est motivant, qui permet aux gens, alors qu'on le sait, hein, la situation est particulièrement difficile dans les hôpitaux. C'était déjà le cas il y a plusieurs années, mais depuis 2 ans, ça s'est quand même acutisé d'une certaine façon. L'innovation, c'est pas la cerise sur le gâteau qu'on fait à part de son boulot. C'est certes quelque chose qui peut nous sortir de notre quotidien, mais c'est quelque chose qui infuse dans le quotidien. Et donc, c'est pour ça qu'on en a à la fois besoin et envie. Ce serait pour moi la raison pour laquelle on l'a faite. Et 1 an après qu'on se soit lancé, aucun des témoignages, retours que j'ai des porteurs de projets, de notre écosystème ou des gens en interne ne m'amène à penser que notre intuition était mauvaise, au contraire. C'est, je pense, une des aventures les plus stimulantes de ma carrière. D'une part parce que ça me permet de rencontrer
des personnes, des profils, des entités avec lesquelles, en tant que directeur d'hôpital, en général, on a peu d'interactions. Donc ça ouvre vraiment un champ complètement différent, celui de l'innovation, du design, de l'entrepreneuriat, des collectivités locales, mais sous un autre angle. Donc ça, c'est assez fascinant, assez passionnant, même si au départ on n'y comprend rien, mais bon, on finit par s'y mettre. Je dirais aussi que c'est quelque chose de très motivant, de pouvoir, à rebours de ce qu'ont connu la plupart des établissements, notamment les HCL pendant une petite dizaine d'années, où on était quand même beaucoup dans des réductions de lits, réduction de budget, réduction de personnel. Là, c'est une façon non seulement d'accroître l'activité, bien sûr, mais c'est une activité qui n'est pas hors sol, c'est une activité qui est là pour résoudre des problèmes jusqu'à présent non couverts, répondre à des besoins non couverts. Donc on part vraiment des besoins des professionnels, et c'est aussi une thématique sur laquelle on peut beaucoup embarquer les patients. Et le partenariat patient, c'est quelque chose d'important pour notre établissement, c'est important pour moi à titre personnel. Donc dans la constellation de profils qu'on peut embarquer dans les démarches d'innovation, il y a vraiment partir des besoins des professionnels, partir des besoins des patients, essayer de les résoudre en ayant le droit de tâtonner. Ça change quand même assez profondément de la vision assez traditionnelle où soit c'est prévu par un texte, soit c'est pas prévu, où on est dans des structures beaucoup plus pyramidales et avec plutôt des objectifs où la valeur créée est avant tout une valeur financière. Là, on peut être sur des créations de valeurs qui sont éthiques, organisationnelles, managériales, création de sens et bien sûr réponse à des besoins. Hein. Et création de valeur économique, c'est pas un gros mot, au contraire. Donc c'est cet élargissement des partenaires et puis voir la création de valeur de façon pluridimensionnelle que je trouve particulièrement stimulante dans cette aventure.